Hop, let's go. C'est tout bon? Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette ultime session de frugagé au ski. Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Baptiste Aubourg pour sa présentation sur la vision produit. Je t'en prie, Jean-Baptiste, la parole est à toi. Très bien. Eh ben, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je propose de démarrer tout de suite. Alors souvent, quand on pense à la montagne, voilà, c'est un peu ça qui nous vient en tête comme image. Une belle pente, une belle montagne toute vierge, un beau coucher de soleil, un beau virage carte postale avec un bon skieur dans une belle pente de poudreuse bien profonde. Ou alors une belle et grande station bien accueillante, avec parfois, pourquoi pas, un bon petit jacuzzi en extérieur. Allons, soyons fous. Mais malheureusement aussi, la montagne, c'est ça. Et puis ça c'est les déchets qu'on retrouve les plus fréquemment à la fin des stations d'hiver. Et puis même, c'est parfois ça. Alors l'image du bas, là, que vous voyez, c'est le haut du mont Everest. Et c'est la queue pour accéder en haut du mont Everest. Donc il faut savoir que dans cette zone, en fait, c'est une zone qui est mortelle pour l'homme. On est obligé d'avoir un masque à oxygène. Et donc tous les ans, il y a des gens qui meurent ici parce qu'ils n'ont pas prévu assez d'oxygène pour faire la queue pour arriver au sommet. Et donc finalement, on a environ 145 tonnes de déchets qui sont récoltés sur les pistes en France. Donc ça date de 2016. Peut-être que cette année, il y a des chances que c'était un peu moins. Sur le haut de l'Everest, juste, c'est 5 tonnes de déchets en moyenne qui sont récoltés. Alors avant d'aller plus loin, moi je vous propose un petit exercice, c'est de réfléchir. Je vais laisser un petit temps de silence, mais à vous, si vous aviez un idéal, si vous deviez choisir un combat, quelque chose pour vous battre, qu'est-ce que ce serait? Voilà, je vous laisse réfléchir. Une fois que vous avez quelques idées. Voilà. Maintenant que vous avez votre idée, je vous propose de la garder dans le coin de votre tête. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Aubourg, je suis consultant chez Daveo, product owner et agiliste convaincu, sketchnoteur sans prétention. Le sketchnote, c'est une manière de prendre des notes plus visuelles. Je n'ai jamais beaucoup aimé écrire, c'est toujours plus facile pour moi de dessiner. Et maintenant, j'arrive même à prendre mes notes sous forme de dessin. Je suis skieur occasionnel et amoureux de la montagne. J'aime beaucoup la montagne, que ce soit l'été, l'hiver, sous toutes ses couleurs, toutes ses formes, que ce soit l'automne avec ses feuilles rouges, l'hiver avec la neige. Et puis, je suis aussi très concerné par les enjeux du changement climatique et de la résilience du monde à venir. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jimmy. Alors, qui est Jimmy? Avant de vous parler de Jimmy, il faut que je vous parle un peu du papa de Jimmy. Le papa de Jimmy, c'est un grand gaillard qui est né dans les années 60 et qui, dans les années 80, avait 20 ans, et donc c'était la génération du ski. Et en fait, il s'est fait renverser 2 ans avant la naissance de Jimmy par une voiture. Il a, il a eu de la chance dans son malheur, puisqu'il y avait un médecin qui passait à côté, qui a fait un garrot sur sa jambe, et il a pu être sauvé. Et donc, après, il a eu une longue rééducation. Et il a fini par s'en remettre, conserver une jambe très abîmée, mais quand même, il a conservé ses 2 jambes et aujourd'hui, il marche un peu en boitant, mais il marche. Et j'ai dit qu'il était né dans les années 60, ce qui fait que dans les années 80, il fait partie de la génération de ceux qui ont fait du monoski. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le monoski, c'est une planche où on chausse ces 2 skis, ces 2 pieds, pardon, sur la même planche, et ça donne des sensations assez géniales en poudreuse. Et ça lui a permis, entre autres, de conserver le ski et donc la capacité de faire du ski. Et donc pour Jimmy, les vacances à la montagne, en particulier l'hiver, c'était un moment génial puisqu'il retrouvait son papa en pleine forme et comme s'il n'y avait jamais eu d'accident. D'où vient Jimmy? Alors Jimmy, quand on s'est rencontrés, il travaillait pour une grande station avec beaucoup de logements, avec des barres d'immeubles qu'on appelle parfois aussi des cages à lapins, avec bien sûr du coup les départs en vacances. Là, c'est une photo de l'A42 en temps normal aussi quand on va à la montagne, avec en dessous une belle voiture bien résistante et qui tient bien la route sur la neige. Et puis même pour les clients les plus fortunés, la capacité de venir en hélicoptère à la station pour être posé devant l'hôtel.
avec aussi des bons moments conviviaux à échanger lors de certains temps avant de pouvoir prendre les remontées mécaniques. Bon, cette année, c'était un peu moins le cas, j'imagine, mais quand même. Et puis le soir, après une dure et belle journée de ski, la possibilité de se restaurer dans un restaurant chaleureux et prendre, pourquoi pas, un bon bain bien chaud dans une piscine chauffée en extérieur. Voilà. Et puis Jimmy, il a eu, par une suite de petits éléments, vraiment sans lien apparent vraiment les uns avec les autres, il a une prise de conscience. Voilà, il y a eu les feux en Australie l'hiver dernier, et puis bah, la Sibérie qui est aussi partie en fumée là, cette année. Il y a eu la sécheresse, toujours plus importante dans certains pays. Il avait déjà vu des photos d'ours polaires, mais voilà, les ours polaires qui ont plus d'espace. Plus récemment, voilà, les animaux qui se rapprochent de nous, qui ont de moins en moins d'espace et qui, bah, du coup, nous refilent certaines de leurs maladies. Et puis bah, la pollution aussi, hein, qui se développe partout et qui arrive en particulier dans les pays pauvres. Euh, voilà. Et puis ben, Jimmy, finalement, il a cette prise de conscience. Donc, il a 2 enfants et il a vu ses 2 enfants et il s'est dit, mais j'ai envie que mes 2 enfants, ils puissent aussi ben, conserver de cette belle montagne, qu'ils puissent vivre, la découvrir. Et donc, il a commencé à se documenter, à réfléchir et le problème a fait son petit bout de chemin. Et pour résumer, il a découvert un peu que bah, finalement toute notre société thermo-industrielle fonctionne grâce à l'énergie et que bah, l'énergie, en fait, pour avoir de l'énergie aujourd'hui, finalement, on brûle du combustible. Le combustible, c'est de la matière organique et donc ça, en particulier donc des énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz, les principales, et le bois. Et puis, bah, quand on brûle cette énergie, ça rejette du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, il y a un réchauffement climatique qui induit beaucoup des impacts qu'il avait observés. Et donc, il s'est dit, Jimmy, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je sens que mon travail, il y a un souci. Donc, je veux plus travailler à ce que mes enfants, je veux travailler à ce que mes enfants puissent vivre dans un monde soutenable. Première prise de conscience. Deuxième prise de conscience, je ne veux plus faire partie du problème, je veux pouvoir agir. Hein, quand il a pris conscience, il y a une phase un peu de tétanisé où il se dit mais qu'est-ce que je peux faire? C'est terrible. Mais non, bah, du coup, il a décidé d'agir. Déjà, ça lui fait du bien. Et c'est là qu'il a eu son idée de créer Éco-Chamonix. Alors, la première station de montagne 100% écologique et éco-responsable. Projet très très ambitieux et c'est ce projet qu'on va regarder un peu ensemble. Alors que fait Jimmy aujourd'hui? Eh bien, Jimmy, il est product owner et agiliste convaincu, sketchnoteur sans prétention également, skieur occasionnel et amoureux de la montagne, très concerné par les enjeux du changement climatique et de la résilience du monde à venir, et product owner d'Eco Chamonix, la première station de ski 100% éco-responsable, écologique et neutre en carbone, en émissions carbone. Alors, Jimmy, en bon product owner, il avait l'intuition de son produit, il savait qu'il y avait quelque chose à creuser. Et ben, il s'est dit, il faut que je définisse ma vision plus précisément. Et donc, en bon product owner, il a utilisé un outil qui s'appelle le Lean Canva et qu'on va voir aujourd'hui appliqué à EcoChamonix. Alors, le Lean Canva, c'est un outil où on remplit des cases et ça permet de définir la vision de manière très, très résumée. Alors, la première question qui s'est posée, c'est mais quel problème est-ce que j'essaie de résoudre? Donc, il a regardé vraiment dans le détail et une des préconisations, hein, c'est de se focaliser sur les vrais problèmes et pas ceux qui n'existent pas. Donc, lui, sa préoccupation, hein, c'était en particulier les émissions de gaz à effet de serre, donc en particulier dans l'activité du ski. Et donc, il a regardé ça précisément et il est tombé sur une étude qui avait été faite en 2008, où là, on réalisait que 57% des émissions, bah, finalement, proviennent du transport. Le transport, donc, c'est les voitures pour venir, les avions, quelquefois l'hélicoptère, et que dans ces personnes qui venaient, eh ben, 44%, c'était des visiteurs étrangers. Donc, première prise de conscience, en fait, c'est quand on va à la montagne qu'il y a un problème. Deuxième poste d'émission principale, les logements, 27%, donc que ce soit à la fois les logements, donc les chalets pour les gens qui vont en vacances. Hop, pardon.
ou les restaurants, les centres commerciaux, etc. Tout ce qui fait l'activité du ski quand on ne skie pas finalement. Ensuite, 10% des routes, le parking, et puis finalement, autre prise de conscience assez incroyable, c'est que seulement 2% du domaine skiable les émissions du domaine skiable, donc c'est les dameuses, les canons à neige, les remontées mécaniques, et ça représentait seulement 2% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'activité. Donc ça, c'est une première impression forte pour lui, hein, c'est en fait, les problèmes ne sont pas forcément là où on pense qu'ils sont. Et donc, finalement, installer des éoliennes pour alimenter ma station de ski, l'impact risque d'être plutôt faible. Voilà, donc là, il a bien identifié le problème et il s'est dit, bon, maintenant que j'ai mon problème, est-ce que j'ai quand même des personnes qui vont être intéressées? Est-ce que mon produit, il y a des chances qu'il marche, quoi, que ça plaît? Et donc, il a réfléchi, il s'est dit, déjà, les gens comme moi, qui ont un peu une prise de conscience, ils sont passionnés de ski, nature, c'est sûr que ça va leur plaire. Donc, il a pensé aux passionnats de ski, aux randonneurs. Il a pensé aussi à une autre catégorie de personnes, qui sont un peu une niche, mais assez influente, c'est les freeriders, qui sont souvent en recherche de beaux paysages d'espaces un peu vierges. Et puis, il a aussi pensé à son expérience de la montagne avec ses enfants, et puis aux familles qui auraient envie de transmettre la montagne différemment à leurs enfants, vivre une expérience un peu différente. Donc ça, c'était sa première idée. Et puis, de fil en aiguille, il s'est dit, mais si je construis quelque chose de vraiment top et que je règle tous les problèmes, en fait, les grandes stations de ski vont aussi avoir envie de m'imiter. Et du coup, je pourrais leur proposer mes services. Et donc, c'est son deuxième segment d'utilisateurs. Toutes les grandes stations existantes qui souhaiteraient s'inspirer du modèle ou reprendre simplement des idées qu'ils ont mis en place à Éco-Chamonix. Donc là, il avait bien cerné le problème des utilisateurs. Et quelles sont les solutions? Alors voilà, maintenant, c'est vraiment le moment où il s'attaque aux différents problèmes qu'il a identifiés. Et donc, il a vu que le premier problème, c'était les transports. Alors, les transports, il s'est dit, comment est-ce que je peux faire diminuer ce poste d'émission? Il a continué de se documenter et il a vu qu'en France, en particulier grâce à la manière dont est produite l'énergie et l'électricité, le moyen le plus économique et celui qui émet le moins d'émissions de carbone, c'est le train. Et donc, il a imaginé un système de bonus-malus sur le forfait pour en fonction du moyen de transport qu'on utilise pour venir. Et puis, il a décrété aussi, décision forte, qu'il n'y aurait pas d'infrastructure routière, sauf pour les secours dans la station. Tout se ferait à pied ou autre. Ensuite, le logement. On a vu donc il avait vu que c'était 27% des émissions. Donc, il s'est dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour le logement. Et donc là, il a imaginé des logements basse consommation, voire très, 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 très basse consommation. Et en plus, donc avec la proposition de dormir, par exemple, sous d'un igloo, on se rapprochait d'une expérience assez unique qu'il avait envie de proposer aux familles. Et puis dans l'infrastructure, par souci de cohérence, il a décrété, il s'est dit, mais moi, je ne veux pas de remontée mécanique. Je pense que les gens prennent le temps de monter, ils vont redécouvrir quelque chose. Et donc, je propose un domaine skiable uniquement rando. Et ça, en fait, on sait que depuis cette année, c'est possible, puisque aujourd'hui, cette année, toutes les stations de ski ont ouvert uniquement, sans les remontées mécaniques. Et adaptées aux familles pour que, bien sûr, les familles puissent aussi vivre une expérience qui soit pas trop épuisante à la montagne, parce que pour ceux qui ont des enfants et qui sont allés en montagne avec des enfants, ils savent que habiller, déshabiller, etc., c'est beaucoup, beaucoup de management et d'organisation. Donc là, il avait son problème, ses utilisateurs, une bonne idée de ses solutions. Il s'est dit, bon, maintenant, comment est-ce que je lance mon produit? C'est quoi mes canaux de diffusion? Alors, il s'est dit, faut quand même que je puisse communiquer sur mon produit. Et donc, il a pensé à communiquer sur les réseaux sociaux via des influenceurs connus. Et donc là, on a certains très bons skieurs, assez suivis par beaucoup de gens, à qui il a proposé de venir à Éco-Chamonix et parler de leur expérience pour ensuite que d'autres personnes viennent et en entendent parler. Il a aussi pensé à des journaux spécialisés pour que les amoureux de la montagne, les gens qui ont envie de vivre quelque chose différemment, puissent être au courant.
Et puis, bien sûr, hein, il sait qu'on est au 21e siècle et qu'on ne coupe pas à avoir un site internet, mais pareil, toujours dans un souci de cohérence, il se dit bah, j'ai besoin d'un site internet, mais je veux que mon site internet soit conçu selon les principes et les valeurs que je donne dans ma station. Donc, un site web éco-conçu, c'est-à-dire un site web, on en a parlé un peu cette semaine, hein, avec uniquement les fonctionnalités vitales et toutes les fonctionnalités vitales conçues le plus responsablement possible. Ensuite, il s'est dit, bon, voilà, j'ai mon problème, mes utilisateurs, mes solutions, une idée de mécanique de diffusion, mais combien ça va me coûter? C'est quand même, je crée une station, c'est quoi mes structures de coûts? Et donc, bah, il a vu qu'il y avait quand même un bon investissement initial, hein. Faut trouver le terrain et puis une fois qu'on a le terrain, il faut quand même un petit peu aménager. Il y a une réflexion aussi sur ce qui doit être préservé, ce qu'on doit garder. Ensuite, ben, voilà, il a besoin il s'est entouré de Jimmy, hein, pour lancer son projet et donc la rémunération, la formation du personnel puisque c'était une nouvelle manière de considérer la montagne. Il y avait plus cette logique extractiviste et consommation, mais vraiment, respect, collaboration, et puis, bah, il y avait bien sûr quelques infrastructures de matériel d'entretien, quand même vraiment nécessaires. Et puis, bon, voilà, il a continué, il a listé tout ce que ça allait lui coûter. Et puis après, il s'est dit: «Bon, mais où est-ce que je vais du coup gagner de l'argent? C'est quoi mes revenus cette fois-ci?» Et donc là, il a vu, bah, d'abord, bien sûr, la location de ces délogements et puis du matériel qu'ils allaient, proposer. Dans l'expérience, il y avait, toujours dans la logique de cohérence et de faire vivre une expérience un peu différente pour éveiller aussi les consciences, sensibiliser. Voilà, des guides et des formations sur les enjeux de la montagne durable. Et puis, ben, une proposition vraiment adaptée pour les familles et les enfants en particulier, pour vivre des vacances pas comme les autres. Et puis après, dans un deuxième temps, l'offre de conseils auprès d'autres stations. Et puis, il a identifié aussi que les régions seraient probablement très intéressées pour subventionner son projet afin que justement les autres stations puissent s'en inspirer. Donc voilà, structure de coût, les revenus. Et puis il s'est dit, bon, bah, voilà, maintenant, c'est quoi mon avantage concurrentiel et quelle est ma proposition de valeur unique? Alors d'abord, Jimmy, c'est vraiment un passionné, passionné par ce qu'il aime. Son sujet, voilà, il s'est entouré d'une équipe de passionnés comme lui. Et donc ça, c'était vraiment une force parce que dans les moments difficiles, il savait qu'il pourrait quand même continuer. C'est vraiment un combat qu'il mène aussi, hein. Il y a quelque chose de juste plus profond que lancer son produit. Il a vraiment envie de transformer, de rendre durable. Enfin, il a vraiment l'impression de porter une cause maintenant, Jimmy. Il travaille en agile. Ça, c'est une de ses grandes forces. Cette capacité à se remettre en question régulièrement, faire des rétrospectives, qui lui donnent beaucoup, beaucoup d'avantages et la capacité de vraiment s'adapter à ce qu'ils vont faire. Et puis, eh ben, l'expérience qu'il propose, c'est vraiment une expérience unique et qui n'existe pas encore. Voilà, il avait vraiment identifié tout ça. Dernière chose quand même vraiment importante qu'il ne faut pas négliger, il s'est dit: «Mais quand même, comment est-ce que je vais mesurer que ce que je fais, c'est un succès? C'est quoi mes indicateurs et du coup, comment être sûr que ce que je propose, ça correspond vraiment à ma vision, à mon intuition et que c'est réussi?» Donc il s'est donné des indicateurs clés, des objectifs chiffrés, vraiment pour, vraiment mesurer précisément, hein, ce qu'il allait réussir. Et donc, il a commencé par des indicateurs business, vraiment classiques. Donc, combien de personnes vont sur mon site internet, combien de personnes achètent sur mon site internet, combien de personnes viennent à la station, combien de personnes reviennent à ma station, combien de personnes parlent de ma station, combien de personnes sont venues à ma station suite au bouche à oreille, et combien de revenus est-ce que j'arrive à générer. Il a mis en place donc tout un tas d'indicateurs donc business, hein, pour bien suivre l'évolution et puis voir aussi si le projet finalement grandissait. C'est pas, pas avoir des indicateurs juste qui prennent une photo, non, vraiment des indicateurs qui permettent de savoir, d'avoir une vue précise de ce qui est de si ça évolue dans le bon sens. Et puis aussi, par cohérence, il s'est dit, mais non, mais je ne peux pas m'arrêter juste à des indicateurs business. J'ai besoin aussi d'avoir des indicateurs qui vont aussi vérifier que mon projet, il est en phase avec mes valeurs, avec la proposition vraiment
d'une station 100% écologique, avec le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible. Et donc, il s'est donné des indicateurs environnementaux et il a pris une décision forte, c'est de réaliser un bilan carbone tous les ans des activités de la station. Donc, pour vraiment connaître l'ensemble des postes. Alors, je rappelle juste, hein, le bilan carbone, c'est un outil, une méthode qui a été développée et qui permet sur tout un service, un système, une entreprise, de lister l'ensemble des postes d'émission et de savoir d'où ils viennent et combien ça fait. Et donc, il s'est dit, voilà, sur toutes les activités de ma station, donc soit le transport, les logements, le domaine skiable, etc., la nourriture, je fais le bilan carbone et je vérifie que je suis vraiment, que je m'améliore tous les ans et que je suis vraiment bas et que la promesse est tenue quoi, par rapport au contrat. Et puis, il y avait aussi une forte préoccupation de l'environnement. La montagne, hein, il y a l'aspect vraiment de la nature qui est cher à Jimmy et qu'il a vraiment envie de préserver, donc avec ses animaux, sa faune, sa flore. Et donc, il s'est donné aussi un indicateur de suivi des populations d'animaux. Donc, chaque population d'animaux, et on suit leur nombre, on vérifie que les infrastructures qu'on développe, les sentiers qu'on crée n'influencent pas négativement sur les populations et que celles-ci ne baissent pas significativement. Voilà, et puis voilà, donc ces indicateurs. Donc il avait sa vision du produit. Il avait bien identifié le problème, c'est les gaz à effet de serre, identifier les personnes que ça pourrait intéresser, les amoureux de la montagne, et puis des autres stations dans un deuxième temps. Il avait une bonne idée de toutes les solutions pour diminuer drastiquement les émissions sur chacun des postes. Il était sûr d'être dans la bonne démarche, que personne poussait la démarche aussi loin, une bonne idée des investissements initiaux que ça représenterait, et puis des potentiels gains. Une bonne idée des différents canaux de distribution via le site web, les magazines, et puis des indicateurs business pour vérifier quand même que son modèle est viable économiquement, mais qu'aussi le contrat est respecté. Une fois qu'il avait sa vision, il savait tout ça, il s'est dit, bon, il faut quand même que je regarde mon marché. Est-ce que j'ai un marché? Quelle est sa taille? C'est quoi le potentiel de mon marché? Donc, il a fait ses recherches et il a vu qu'il y avait en moyenne 8% des Français qui partent à la montagne l'hiver. Bon, sauf en 2020, peut-être encore en 2021. Mais normalement, ça fait en moyenne 5 millions de personnes. Et puis, parmi ces 5 millions de personnes, dans une autre étude de l'ADEME, il a vu qu'il y en avait 15% qui étaient prêtes à changer leur mode de vie, c'est-à-dire vraiment à radicalement accepter de perdre un peu de confort, de vivre une expérience différente. Donc, il a croisé ces deux chiffres et il a vu que ça faisait en moyenne 700 000, enfin, que ça faisait à peu près 700 000 personnes intéressées. Donc, il a dit, bon, si 700 000 personnes viennent, j'ai largement de quoi faire. Et donc, voilà, toujours dans l'idée que Jimmy, il n'a pas envie de résoudre un problème qui n'existe pas et il veut être sûr que son idée, il y a des gens qui vont pouvoir en profiter. Et puis, il avait une bonne idée aussi du coup de comment découper son marché. Et donc, avec les premières personnes qui viendraient, il a pensé au début aux fans de nouveautés qui, voilà, il a identifié quelques personnes qui allaient vraiment pouvoir le suivre, qui seraient hyper emballées et puis qui allaient pouvoir du coup en parler et influencer après tout un tas de personnes, des curieux, voilà, qui seraient aussi curieux de ça et puis pour qu'ensuite ça diffuse. Et donc ce qu'on appelle les early adopters, donc c'est les premières personnes qui vont faire un peu basculer, faire en sorte qu'on sort d'une niche à quelque chose de plus global. Et ben voilà, c'était les amoureux de la montagne, les freeriders qui allaient pouvoir communiquer aussi, les randonneurs amoureux de la montagne, et puis les familles vraiment en quête d'une expérience différente, de quelque chose de plus. Donc il avait son marché et toujours un bon product owner. Et là, parce qu'il est sensible à faire de l'agile, il s'est dit, je ne vais pas démarrer tout d'un coup. Il faut vraiment quand même que je vérifie que j'ai un premier une petite station, un petit embryon, mais qui me permette quand même de vérifier que toutes mes hypothèses sont bonnes. Et donc, c'est là que dans l'Agile, il a cette proposition de construire un MVP, c'est un Minimum Viable Product, donc le plus petit produit qui va permettre de vérifier les hypothèses. Donc, il s'est dit, bon, dans mon MVP, voilà ce que je vais besoin de construire.
Donc d'abord, j'ai besoin de construire un site web. Donc je vais faire un site web tout simple sous WordPress, avec quand même un framework spécial éco-conception, parce que voilà, c'est important, c'est toujours important par ce souci de cohérence, mais pour pouvoir communiquer quand même. Ensuite, allez, je me donne pour objectif d'avoir une capacité d'accueil de 20 personnes, dont 3 familles la première année, pas plus, hein. Vraiment, on part modeste, mais que quand même pour savoir si c'est suffisant, quoi. Avoir un seul itinéraire balisé pour la rando, heu, voilà, ça va prendre, pour quand même que les familles puissent aussi découvrir la rando, que les fans de montagne et les amoureux puissent aussi avoir une découverte. Par souci de cohérence, trouver des acteurs locaux quand même pour la nourriture et de saison, avoir un seul atelier de sensibilisation et de découverte à la montagne, la montagne plus frugale, plus responsable. Et puis, voilà, on s'est donné aussi comme objectif de faire seulement un aller-retour par semaine en 4x4 pour monter du matériel, de la nourriture, etc., toutes les fournitures qui seraient nécessaires quand même à la vie de la station. Voilà, donc là, il avait finalement tout ce qu'il fallait. Il avait sa vision, il avait une bonne idée de son marché, il savait ce qu'il voulait construire au début. Et donc, il s'est dit, allez, go, comment je construis mon produit? C'est parti, je me lance. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je fais comme planning? C'est quoi mes dates? Qu'est-ce que ça va être mes jalons? Et donc là, en bon product owner, il a utilisé des outils très performants qu'il utilisait au quotidien. Donc un story mapping pour construire sa roadmap. Alors, qu'est-ce que c'est? Story map, c'est un outil qui permet de représenter les parcours utilisateurs des différents utilisateurs, les différents groupes en fonction de tout ce qu'ils vont faire et de le découper par fonctionnalité. Et donc, il a construit son story map et il s'est dit, bon, alors mon premier groupe d'utilisateurs, qui c'est? Je vais dire que c'est les vacanciers. Et donc, dans les vacanciers, je mets autant les familles que les randonneurs fans de montagne. Ensuite, je fais une catégorie un peu spéciale pour les freeriders, parce qu'ils ont des besoins un peu différents en termes et des envies un peu différentes pour la montagne. Les employés, autre catégorie, là, c'est, je pense, à toutes les personnes qui vont participer à la vie de la station et qui vont faire en sorte que l'expérience que je propose à la station est possible. Ensuite, il s'est dit, bon, c'est quoi ma première catégorie? Ça va être, OK, comment je gère les déplacements? Alors, mes vacanciers, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont se déplacer? Ils vont commencer par venir à Éco-Chamonix. Donc là, faut que je pense au train, aux sentiers, etc. Ensuite, ils vont vouloir se rendre à Éco-Chamonix. Donc là, il va falloir et puis de se déplacer dans Éco-Chamonix. Donc là, il va falloir que je pense à baliser un peu les sentiers. Et puis après, ils vont vouloir se rendre sur les pistes ou sur le domaine, faire des balades. Ils vont vouloir aller en poser leurs enfants au cours ou au jardin d'enfants. Et puis, à la fin, ils voudront pouvoir partir. Voilà, etc., etc., toutes les fonctionnalités. Pour les freeriders, il s'est dit, eux, ils vont avoir envie d'aller tout en haut vers les barres rocheuses, trouver les coins un peu spéciaux sur où faire la meilleure trace. Et puis, les employés, ils vont avoir envie de se rendre au travail et puis de pouvoir se déplacer aussi entre leur lieu de travail, etc. Ensuite, les logements. Donc, il s'est dit que les gens, il faut qu'ils puissent louer un chalet, il faut qu'ils puissent louer un igloo pour ceux qui veulent avoir une expérience plus particulière, et puis que les familles aussi puissent louer un chalet. Et puis après, les freeriders, pareil, il fallait qu'ils puissent louer un logement et que les employés puissent être logés. Ensuite, sur l'activité, les skis et les activités. Il s'est dit, bon, voilà, donc pour que les gens ils puissent louer le matériel, connaître les itinéraires, savoir quelle balade à faire à ski. Les freeriders, il fallait aussi les avertir sur les potentiels lieux de danger, qu'ils ne fassent pas trop les foufous, qu'ils puissent connaître les itinéraires. Et pour les employés, qu'ils puissent savoir comment baliser les chemins, qu'ils aient ce qu'il faut pour entretenir la neige, etc., etc. Le site web, donc il fallait une page d'accueil, il fallait la possibilité de pouvoir réserver, que les freeriders ils aient aussi une idée, qu'ils puissent se représenter, et puis que les employés puissent candidater, etc., etc. Ça lui a permis vraiment voilà, il a pu tout construire et était sûr de rien oublier après dans sa future planification, des différents chantiers qu'il allait devoir réaliser. Donc une fois qu'il avait fait son story map, naturellement,
il a planifié tous ces éléments, tout qu'il fallait faire, il les a positionnés sur une roadmap, donc par trimestre, en disant quelles actions allaient être, quel chantier allait être lancé et quand. Donc d'abord sur le chantier des déplacements, il s'est dit bon, le première étape, c'est quand même de pouvoir venir. Donc je lance le chantier piéton, le sentier pour les piétons. Ensuite, rapidement, je vais avoir besoin qu'on se déplace un peu dans le village. Donc voilà, je fais les sentiers du village et puis je lance aussi quand même la construction d'un téléphérique, donc alimenté via de l'électricité chez un fournisseur sans des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, vers le troisième trimestre, je commence à baliser les sentiers rando plus pour les raquettes, pour la saison de l'hiver. Ensuite, sur les logements, pareil, je commence par les logements des ouvriers qui vont me permettre de construire. Je lance la construction des logements des employés après, et puis après, je m'attaque au logement des randonneurs, vraiment cette fois-ci les vacanciers. Sur le domaine skiable, je commence par mettre en place quelques retenues d'eau pour qu'on ait de l'eau dans la station. Je balise les pistes, je commence à repérer les pistes en été pour ensuite pouvoir le faire l'hiver. Et puis je sécurise les endroits dangereux, donc que ce soit les petites barres rocheuses, les trous, faire des ponts là où il faut bien, etc., etc. Et puis vers le troisième trimestre, quand la saison d'hiver commence, commence à baliser les pistes. Et puis là, je crée l'espace vraiment dédié pour les familles, pour que les enfants puissent aussi avoir leur petit lieu dédié. Et puis en parallèle, dès le début, je lance la construction de ma première version de mon site, donc avec une première version uniquement vitrine marketing, qui permet d'avoir une idée de ce que c'est, pouvoir communiquer sur l'élément. Et puis une fois que j'ai ce site vitrine, je mets tout de suite en marche la gestion des inscriptions pour que les gens puissent commencer à réserver et que j'ai une idée aussi de combien de personnes vont vouloir venir. Puis je mets en parallèle aussi un espace blog où là, les gens, avec des articles sur toute la proposition pour aussi pouvoir communiquer sur notre démarche dans l'esprit avec deux objectifs. L'idée, c'est de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, partager aussi sur nos bonnes pratiques et puis aussi que les gens aient envie de venir. Donc voilà, il avait donc sa roadmap, il savait comment il allait construire son produit. Le produit a vécu une première année, ça a été un succès incroyable. Il n'a pas pu accepter tous les gens qui ont voulu venir. Et ils ont fait, du coup, c'était le moment de commencer à faire évoluer, de passer à l'étape suivante. Ah, je suis désolé, je relance. Hop. Et donc, c'était le moment de faire évoluer son produit. Donc, il a commencé par faire une bonne rétrospective. Il s'est dit, qu'est-ce qui a bien marché sur mon produit? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Il s'est dit, bon, les igloos, les gens, dormir dans un igloo, les gens, ils ont adoré, c'était génial. Et puis, le sentier balisé, c'était vraiment aussi vraiment super. Bon, par contre, en fin de journée, c'était un peu frugal pour les familles. Il y avait besoin d'un peu plus de chaleur. Donc, on a quand même prévu des logements qui étaient un peu plus adaptés, avec un peu plus de confort pour les familles, pour pas que ce soit trop difficile, trop frusque. Voilà. Et puis, pour que les enfants restent heureux, parce que si on veut que les familles soient heureuses, il faut que les enfants soient heureux. Ensuite, il a voulu faire évoluer son produit et la première année, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui lui ont dit: «Ah, c'est génial, j'ai adoré l'expérience, enfin vraiment mes enfants ont adoré. Par contre, venir à pied ou voilà pour ensuite, marcher, tout ça, c'était quand même difficile. Enfin, ce serait quand même vraiment chouette s'il y avait un beau parking où on pourrait venir en voiture, voilà et puis après on la prend plus pendant la semaine, mais quand même, ce serait vraiment bien» et ça, Jimmy, c'était pas possible avec la vision. C'était vraiment les voitures, il avait vu que c'était le principal poste d'émission. S'il mettait ça, malgré la demande des utilisateurs, des personnes qui avaient vécu l'expérience, il trahissait le contrat de confiance. Donc ça, c'était vraiment pas possible. C'était pas fidèle à la vision qu'il voulait porter. Par contre, faciliter l'accès à la station pour les randonneurs, rendre le sentier plus agréable, toujours en faisant en sorte que ce soit en phase avec les animaux, l'environnement, etc. Et puis, dans un second temps, mettre donc le téléphérique, mais qui était vite saturé, qui était vite saturé, donc mettre en place un funiculaire, mais qui serait quand même le moins impactant possible, qui serait encore une fois alimenté avec de l'énergie décarbonée. Ça, c'était possible.
Et puis, une autre chose aussi, c'est la première année, il a lancé, il ne savait pas trop les logements, qu'est-ce qui allait le mieux marcher. Et donc, plutôt que de se dire, bon, on va faire des études à n'en plus finir, il s'est dit, on teste les deux et puis on voit. Donc, il a commencé il a eu des logements en tôle, qui étaient donc très étanches, super. Par contre, très difficiles à chauffer. Et puis, des logements plus en paille, avec du foin, qui là retenait bien le chaud, mais c'était quand même plus compliqué. Donc voilà, il a un peu mieux réparti, réorganisé les bâtiments pour la suite. Alors voilà, donc je m'arrête ici pour l'histoire de Jimmy. Et finalement, pourquoi est-ce que je raconte tout ça, l'histoire de Jimmy? Alors là, je vais recommencer, je vais parler un peu plus de moi. Il y a 2 ans, 1 an et demi, je participais à un salon de l'agilité et alors c'était en présentiel, mais j'étais à votre place et c'était un commercial qui nous parlait justement de son chemin à lui, sur, comment est-ce qu'il avait changé de parcours et de sa manière, qu'il avait voilà, d'intégrer tous les principes de l'écologie et cetera à sa démarche, à son métier maintenant et donc en particulier la permaculture. Et moi, ça m'a beaucoup touché à l'époque. Je me suis dit, et puis donc il était venu nous dire, aussi effectivement, vous les agilistes, vous les personnes qui êtes, experts en organisation des personnes pour faire travailler les gens ensemble, pour créer des dynamiques positives, faire en sorte que les gens s'éclatent dans leur travail et qu'à la fois les produits soient livrés avec le plus de valeur possible et le plus, rapidement possible et le plus en phase avec la vision possible. Et vous avez une responsabilité incroyable. Vous avez de l'or dans les mains, vous êtes les experts pour la suite. Et si vous choisissez bien vos combats, vous pouvez avoir un impact incroyable. Et donc, c'est le message que j'aurais envie de vous repasser aujourd'hui, c'est que vous, en tant qu'agiliste, en tant que personne expert en organisation, en auto-organisation, vous avez aussi un potentiel incroyable pour aider les bons projets, les bonnes solutions à accoucher plus rapidement, plus efficacement. Et donc, si vous mettez vos compétences au service de ça, vous pouvez avoir un impact énorme. Avant de terminer et avant de passer à une phase plus d'échange, je tiens juste à vous avertir que donc dans la présentation qui vient d'être déroulée, tous les faits sont réels, tous les chiffres, toutes les solutions envisagées sont plausibles, mais n'ont pas fait l'objet d'une mise en œuvre réelle pour l'instant. Voilà, et je vous remercie de votre attention et je vous propose de prendre un petit temps d'échange si vous avez envie de rebondir, d'approfondir certains éléments. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pour l'instant, j'ai l'impression que ta présentation a été extrêmement claire, mais il y a déjà des questions en fait. J'ai parlé trop vite. Alors, je ne sais pas si tu souhaites directement. Je m'affiche la question. Je veux bien que tu me les lises, ce sera peut-être plus facile Alors, pour moi. hello et merci pour cette présentation inspirante de la part de Marc, qui demande du coup comment l'expérience de Jimmy a-t-elle un impact sur ton job? Ah, bonne question. Donc, vous l'aurez peut-être compris, quand je parle de Jimmy, finalement, je parle d'une personne que je connais très bien. Et aujourd'hui, concrètement, c'est ce que j'essaie de faire moi au quotidien. Dans mon entreprise, on lance une démarche. Donc l'année dernière, on a lancé la démarche RSE et cette année, on lance vraiment une démarche vraiment cette fois-ci plus tournée sur le numérique responsable et vraiment afin justement de se mettre en cohérence. Donc nous, on a un cabinet de conseil en transformation digitale et voilà, donc je participe à lancer cette initiative pour qu'on puisse aussi conseiller sur la démarche et puis orienter les actions en vue voilà, de ce qui est cher à mes convictions, c'est-à-dire le développement durable, que finalement on puisse concevoir le numérique, mais un numérique vraiment au service du monde qu'on a besoin de construire et qui va dans le bon sens. Et donc ça touche en particulier à l'éco-conception. C'est pour ça que j'ai un tout petit peu parlé d'éco-conception. Je sais que cette semaine, on en a un petit peu parlé. Et, voilà, et donc c'est vraiment lancer ça. Donc c'est à part on est vraiment encore au début, hein, mais on est en train vraiment tous de se sensibiliser et puis
pourquoi pas et puis de monter en compétences, puis de le déployer aussi ça chez nous. Et voilà. Merci beaucoup. Du coup, je crois qu'il y a une deuxième question de Quentin. Ouais. Par rapport à la roadmap, que penserais-tu de l'Agile Product Roadmap de Roman Pichler? Je suis désolée si j'écorche les noms. Je la trouve en effet plus adaptée pour mettre en avant des objectifs intermédiaires, mais il y a peut-être une raison particulière à l'utilisation de la roadmap que tu as utilisée. Alors, c'est une question précise et technique, et je ne Très connais précise. pas la roadmap de Roman Pichler. Par contre, peut-être ce que je peux dire, c'est que moi, ce que je sens en tout cas, c'est que cette manière de construire la roadmap et de se donner un peu, je dirais, une bonne idée des jalons, mais tout en restant agile et de pouvoir l'adapter. Et donc la différence avec un plan d'action où tout est enclenché et rien n'est négociable, bah là, ça donne vraiment une vraie force à d'autres projets en fait. Et l'idée, c'est vraiment ça marche très bien aujourd'hui dans l'IT. Et je suis convaincu que ça marche aussi très bien dans des projets qui ne sont pas IT. Et alors, je ne sais pas si tu veux préciser un peu la question. Qu'est-ce que tu appellerais les objectifs intermédiaires? Je ne sais pas si j'ai répondu. Euh, Alors, Quentin a posté dans la discussion un lien vers une, un exemple de roadmap de Roman Pichler pour ceux que ça intéresserait. Et effectivement, si tu veux un peu repréciser ta question sur les objectifs intermédiaires, et du coup, il précise que c'est juste une autre manière de présenter les choses. D'accord. Bah, je pense que c'est sûrement très adapté. Et, et puis alors moi j'ai fait avec les choses que je connaissais bien. Et je pense que dans tous ces projets, il faut faire aussi avec les outils qu'on maîtrise. Une personne plus avec d'autres qui, je sais pas, qui seraient plus fans je cherche un autre outil, mais non, je pense qu'on est quand même obligé souvent de faire une roadmap. Mais une autre manière de faire la roadmap, bien sûr, il n'y a pas que le story map qui permet de construire la roadmap en fait. Moi, j'aime bien cet outil parce que j'aime bien raconter l'histoire, j'aime bien voir mes utilisateurs, j'aime bien savoir ce qu'ils font. Et donc, je pense que quand on raconte l'histoire, mais sur un autre projet quelconque, ensuite, on a une bonne idée de ah bah là, on va devoir leur construire ça, là, il faut leur mettre tel service. Et puis après, on voit assez logiquement dans quel ordre on doit les ajuster. Et donc, ça permet de faire une roadmap efficacement. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres manières de faire une roadmap. Du coup, il y a Marc qui pose une autre question. En complément, comment diffuses-tu tes convictions sur les produits que tu accompagnes? Ah, c'est pas facile. Je dirais que je profite de toutes les petites occasions pour soit poser des questions, soit donner des petites idées quoi, sur, par exemple, voilà, j'espère que vous vous rappellerez que finalement, les principaux problèmes, c'est pas ceux auxquels on pense en premier. Par exemple, dans le ski, penser que c'est tous les transports, tout ce qui se passe avant que l'impact est là. C'est pas forcément naturel, quoi. Je pense, moi, ça m'a surpris quand je suis tombé dessus, et donc je pense que d'autres personnes seraient surpris. Et puis, diffuser les convictions. Alors, on n'a pas du tout de contrainte d'éco-conception, mais là, je suis sur la refonte donc, dans mon projet, je travaille plus spécifiquement sur la refonte d'un outil, et j'essaie d'appliquer, du coup, les principes de l'éco-conception, donc pour diminuer les requêtes, diminuer la charge et le poids de l'application. Voilà. Et puis, diffuser mes convictions. Alors peut-être un dernier truc que je fais, qui m'arrive de faire, c'est que je fais des fresques du climat. Donc j'ai pu en faire 2 donc pour le client chez qui je travaille. Pour cette fois-ci, alors là c'est vraiment c'est une démarche plus volontaire, puisque c'est un atelier que je vous encourage vraiment à faire, qui permet de découvrir tout le principe du fonctionnement du climat, et donc en quoi le dérèglement climatique a un impact sur nos vies. Et donc, j'ai pu proposer ça chez notre client, et partager cette expérience du coup avec des collègues, et on a pu échanger et ils ont pu découvrir les choses. Et puis, à la fois, ils ont pu découvrir, et puis on peut aussi se retrouver entre personnes qui sont un peu plus voilà, sensibles à toutes ces questions. Alors, merci beaucoup déjà pour ces réponses. Et Quentin
t'invite à rejoindre Discord pour pouvoir en parler plus en détail, notamment sur la fameuse roadmap, etc. D'accord, ça marche. On a une autre question dans le chat, mais alors, je ne suis pas sûre du contexte de la question, mais c'est payant, non, point d'interrogation. Comment as-tu fait pour la faire chez ton client? Je suppose que ça doit être en lien avec la fresque du climat. Ah oui. Alors la fresque du climat, il y a une participation qui est proposée. Après, moi, je l'ai proposée en tant que moi, tout seul. Et donc, c'était sur une journée de chômage partiel. Et donc, j'ai pas fait payer mes collègues. Non, je suis pas passé par proposition. Par contre, quand on passe par quand on s'inscrit donc dans une fresque du client, de l'association, là, il y a une participation qui est demandée. D'accord. Par contre, l'association met à disposition justement des personnes qui voudraient pouvoir animer comme ça un peu sauvagement. Si vous voulez animer en famille ou avec des gens, vous n'avez pas forcément envie de leur faire payer, vous pouvez aussi, il y a un espace qui est prévu pour ça, quoi. Que ce soit donc en distanciel via Zoom ou avec les cartes, si vous avez les cartes pour réaliser la fresque. Okay. Du coup, il y a une réaction qui est « Ok, toi, tu savais le faire en tant qu'animateur. » Voilà. La fresque du climat? Apparemment, oui. Oui. Oui, alors je peux parler un petit peu de ça. Moi, j'ai participé une première fois en présentiel juste avant le confinement en tant que participant. Ensuite, j'ai fait la formation en ligne pour être animateur en juillet. Et puis après, j'ai laissé passer beaucoup de temps. Je l'ai fait une première fois avec mes neveux. Donc la première fois que je l'ai fait, c'était avec des enfants de 5 à 11 ans. Donc c'était assez rigolo. Et puis après, je l'ai fait en ligne avec des collègues. Voilà. Ok. Je ne suis pas encore, pour ceux qui connaissent, ceinture noire de fresque du climat. Je suis encore débutant. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Merci de ta présence parmi nous à Frugagile. Et du coup, Olivier, si tu as envie de conclure, je te laisse la main. Oui, c'était excellent. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et ce petit lien avec la fresque du climat, alors ce que je disais dans le chat, c'est marrant, c'est que voilà, cette espèce cette synchronicité parfois dans la communauté. J'ai participé à la fresque du climat pour la première fois mercredi après-midi. Ah, super. L'atelier. Donc, et c'est vrai que c'est super puissant pour prendre conscience de l'aspect systémique, en fait, déjà, sur la forme, et puis du changement climatique sur le fond. Mais le problème de cet atelier, c'est que ça ne fait pas rire du tout à la fin. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps, justement, après, et puis de se dire qu'on a tous les éléments après pour justement s'investir pour aller dans le bon sens. Exactement. Et alors, pour la suite, toujours le Discord. Hein, voilà, vous m'aurez entendu maintes fois citer, vanter, pousser, faire du forçage massif sur Discord. Mais voilà, parce qu'on y est bien. Et puis, on peut échanger facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer ces questions, répondre à ces questions-là sur ces grands changements qui vont arriver. Hein. Et puis sur voilà, ces outils qu'on peut utiliser pour faire la différence. N'hésitez pas à utiliser toutes vos compétences partout. Exactement. Et puis ce soir, rappelez-vous, à 18h, ce soir, on vous réserve une petite surprise, l'équipe d'organisation. Et donc, on invite tout le monde à venir participer. Il y aura quelques petites surprises. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, pour faire un petit teasing. Et puis, et rendez-vous à 18h, exactement. On espère vous voir nombreux. Moi, je vous laisse partir avec cette question. Quelle petite pierre serez-vous, vous ? Alors, nous, déjà, on essaie d'organiser une conférence éco-responsable. On va essayer de faire ça.